Je dis donc que je ne connaissais pas Marien Ngouabi avant, et quand il a fait le coup d'État du 31 juillet 68, la défense civile qui se trouvait avec lui par l'intermédiaire de Diawara a résisté, mais Diawara a oublié, intentionnellement ou non, d'alerter la section défense civile de Bas-Congo. La section 36 de Bas-Congo, Diawara ne nous a pas dit qu'il y a un coup d'État qui va se produire et qu'il faut le soutenir. Donc la section 36 de Bas-Congo a résisté au coup d'État commun de Diawara et Marien Ngouabi, et nous étions donc en scission. Nous avons dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Pourquoi Diawara ne vient pas nous parler? Pourquoi la défense civile ne fait aucune déclaration à propos du coup d'État du 31 juillet 68? Et nous avons attendu, on nous a dit, attendez, vous serez informés. Et comme le coup de feu crépitait à Brazzaville, nous nous sommes repliés à Makana. On a quitté Brazzaville, on est allé à l'arrière-pays vers Kinkala, où on attendait les événements. La plupart des pro-Massamba Deba se retrouvaient et à Makana, à Yokama, je veux dire, à Yokama, et d'autres se retrouvaient au camp angolais. Donc moi je me trouve à Yokama, Massamba Deba envoie quelqu'un et dit voilà, vous qui résistez, qui êtes à Yokama, il y en a qui veulent peut-être s'en aller, moi je ne m'oppose pas, je ne retiens personne, mais je tiens absolument à ce que Maître Moudileno revienne à Brazzaville. Donc moi, on a discuté là-bas, il y a eu une situation, mais pourquoi Massamba Deba veut qu'il y a toi seulement qui rentre, et pourquoi il dit que les Mbindi et autres peuvent partir et tout. Moi, je suis quand même revenu à Brazzaville, et c'est là que j'apprends que je suis dans le gouvernement. Alors, il y avait une grande réunion que tenait Marien Ngouabi au siège du président de l'Assemblée nationale. On me dit, bon, mais il faut aller à cette réunion. Marien Ngouabi est là, tous ceux qui doivent faire partie du gouvernement sont là. Il n'y a que toi qui manque. Moi, je débarque donc là-bas en ma tenue de militant de la défense civile avec tout. J'arrive, on annonce à Marien Ngouabi qu'à Maître Moudileno qui est là, et Ngouabi m'envoie Ange Edouard Pungui pour me désarmer à la porte de la salle de réunion. Donc Pungui arrive, on se sourit un peu. Moi j'avais un pistolet dont le numéro me faisait vraiment plaisir, c'était 1944, un fusil, je retiens le numéro. Mais j'ai dit Ange Edouard Pungui, bon, mais tu me prends ça, mais il faut que je le récupère parce que c'est un très bon numéro. J'ai un souvenir sur 1944. Donc je rentre, je connais Marien Ngouabi, et voilà, on démarre. Et donc là aussi, Diawara est dans ce gouvernement. Et donc voilà comment réellement j'ai connu Diawara. Mais tout au long, après, on n'a pas approfondi les connaissances parce que lui était vraiment profondément engagé pour la révolution, alors que moi j'avais des interrogations sur la révolution. J'avais des interrogations. Je me disais, il y a une situation qui est là, je ne sais pas comment elle aboutira, parce que je partageais les mêmes points de vue que Matsubuta, qu'on ne pouvait pas faire une révolution socialiste dans le contexte congolais. Mais on pensait qu'avec Marien Ngouabi et tout le monde est réuni, on pourra trouver une certaine voie. Alors cette réserve que j'avais quant à l'avenir a fait que, bon, il y a des distances qui commencent à se faire entre le Noumazalaï, le Graï, le Diawara, moi et d'autres. Et moi j'ai choisi véritablement d'aider Marien Ngouabi au niveau du gouvernement. C'est pour ça que tu as été nommé vice-président du Conseil d'État. Oui, en 71. Mais au début, j'étais ministre de la fonction publique, du travail et de la justice, des postes très importants, où les ouvriers étaient très nombreux, ministre du travail, la fonction publique qu'il fallait réformer, la justice qu'il fallait réformer, parce que la justice était tombée entre les mains des révolutionnaires, c'était n'importe quoi. Il y avait les assassinats de 65. Donc je pensais que c'est ce travail profond qu'il fallait faire et que Marien Ngouabi devait être avant tout un chef d'État presque plus civil que révolutionnaire. Et je me suis attaché, rapproché sérieusement de lui pour l'aider dans ce sens. Et par exemple, quand il y avait des condamnations de révolutionnaires, je disais qu'il ne faut jamais verser le sang. Il faut savoir amnistier, surtout quand les gens
étaient arrêtés parce qu'ils avaient parlé, ils n'avaient posé aucun acte matériel autre. Il n'y avait que la parole qu'il fallait savoir parler. Alors on m'a même dit que oui, mais Maître Moudelou ne fait que produire des amnisties pour protéger les gens de sa tribu, etc. Mais il ne comprenait pas que c'était pour donner une dimension nationale à Marien Ngouabi. Alors je profite de ton micro pour dire ceci. Si Marien Ngouabi aujourd'hui a une dimension dans notre histoire, une dimension qui va rester, c'est celle qu'il a acquise pendant cette période où il n'a pas versé le sang, où il n'a pas fait de discrimination d'ordre tribal ou régional, où il a marché comme un patriote congolais, un citoyen congolais. C'est-à-dire jusqu'au mois de mars 70, après ça a commencé sa déviation, son annexion par des gens qui lui reprochaient d'être au service de tout le pays. Donc ce Marien Ngouabi que j'avais connu et avec qui j'avais marché, je l'ai vu dépérir à partir de 70, où les gens commençaient à dire que le pouvoir qu'il a conquis doit d'abord être au service du Nord. Et Marien Ngouabi, donc, voilà, il commençait à être annexé, ainsi de suite. Et là, ça n'allait plus du tout avec moi qui représentais la justice. Et la justice était caporalisée par la cour martiale, où il y avait des gens dont on ne connaissait pas le nom. Ah oui, je me souviens maintenant. Donc je comprends, mars 70, ça nous rappelle donc le coup d'état manqué de Kinganga, Pierre Kinganga, du lieutenant Pierre Kinganga. Siroko. Voilà. Oui, qui n'a pas été jugé, qui a été assassiné sans procès, sans rien, de Kiyundu Michel qui a été assassiné sans véritable procès, ainsi de suite. Et là, quand une cour martiale s'intervient dans la justice politique, le ministre de la justice qui est écarté, qui n'était pas au bureau politique, parce que je n'ai jamais été au bureau politique, on me traitait de tiède, mais je n'étais pas tiède, j'étais plutôt un juriste politique, un patriote, plutôt qu'un révolutionnaire. Je peux dire aujourd'hui, après l'histoire, un révolutionnaire aveugle, parce que ça n'a pas abouti. Donc tous ceux qui croyaient à la révolution, ça n'a pas abouti, je peux dire qu'ils marchaient de façon aveugle. En fait, je voulais poser quand même une question, je vais revenir en arrière. On a parlé des assassinats de 65. Les assassinats de 65 ne se limitent pas seulement à Matsokota, Masweme ou Poabou. Il y a eu le capitaine Bikoumou qui a été exécuté. Oui. Ben oui, mais cette affaire n'a pas été analysée parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'était passé pour le capitaine Bikoumou. On ne sait pas. Non, on sait que c'est les rivalités du clan de Ngouabi, puisqu'il était capitaine et c'était un brillant officier. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible, mais à la conférence nationale, on n'a pas examiné le cas. Oui, mais on ne pouvait pas examiner parce que les protagonistes, parce que nous aussi nous menons des recherches. Nous faisons des recherches. Moi, sincèrement, je le dis, pour la clarité de l'histoire de notre pays, il faut que tous les intellectuels qui ont des éléments d'appréciation les mettent à la disposition de certaines personnes pour les analyser. Moi, c'est pour ça que j'ai conclu que le capitaine Bikoumou, c'est un problème de rivalité entre militaires. Ben oui, absolument. Voilà, ou d'autres choses, mais il y avait Parce que je ne voyais pas le capitaine Bikoumou être impliqué dans les problèmes politiques. Ben oui, mais voilà. Parce que moi, je voyais quand il vivait vers la case de Gaulle. Ben oui, mais donc voilà. Voilà donc ma cohabitation avec Diawara, pas très claire et tout. Et donc quand Marien Ngouabi en 70 il y a l'affaire Diawara, en 71 ça s'embrouille et il me nomme vice-président du Conseil d'État en décembre 71. Et à l'occasion de ma nomination, tout le bureau politique a été détruit par Ngouabi. La fameuse phrase « ceux qui sont montés trop haut doivent descendre », il a ramené tout le bureau politique par terre, y compris Diawara. Donc la tension était grande entre ceux qui étaient au gouvernement et ceux qui étaient au bureau politique
et qui se trouvaient dessus. On dirait, mes maîtres me dit, nous montent pendant que d'autres descendent, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Et alors, ça se passe en décembre 71. Diawara est hors bureau politique, Noumazala aussi, Graï aussi, énormément de gens hors bureau politique. Et donc, toi, tu es passé au bureau politique? Non, moi je n'ai jamais été au bureau politique. Ah. Jamais été au bureau politique. Tu étais seulement au comité central? J'étais au comité central et au gouvernement. Alors donc alors que le gouvernement était très très proche de Marien Ngouabi, on voulait qu'il soit vraiment un gouvernement de la nation et pas un gouvernement seulement des révolutionnaires. Parce qu'il y a ce problème-là, le gouvernement est au service de la nation, alors que la révolution était au service d'une classe. Donc, Diawara et tous les révolutionnaires du bureau politique sont descendus. Ceux qui sont montés trop haut doivent descendre, ils sont descendus. Et alors ils disent, bon, mais nous, comme on n'a plus d'avenir, il faut renverser Marien Ngouabi. Donc ils vont monter le coup d'État révolutionnaire et Ngouabi va donc se trouver devant un nouveau coup d'État, celui de Kinganga ayant été qualifié de réactionnaire, de droite. Et Kinganga lui reprochait d'avoir créé la révolution. Il a dit dans son discours, je prends la radio pour mettre fin à la révolution. On a dit que ce langage était réactionnaire. Mais quand les Diawara vont s'attaquer à Marien Ngouabi, on dit que c'est l'aile révolutionnaire qui renverse Ngouabi. Ce qui fait que Ngouabi se trouve le 22 février 72, un homme qui a été contesté et par la droite, l'armée, et par la gauche. Et quand Ngouabi, plutôt quand le 22 février se produit, Ngouabi n'est pas à Brazzaville, il est avec Sassou à Pointe-Noire. Alors, moi donc, étant vice-président du Conseil d'État, on dit, bon, mais il faut que vous assumiez vos responsabilités. Il y a un membre du bureau politique qui est resté, c'est Pierre Nzé. Toi, tu es vice-président du Conseil d'État. Il faut absolument faire face au coup d'État qui vient de se produire. Alors, Pierre Nzé prend sa voiture et il arrive chez moi et me dit, bon, Aloïse, monte dans la voiture avec Lopez. On va circuler dans le pays pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, pas dans le pays, mais dans Brazzaville, pour voir qu'est-ce qui se passe, d'où vient ce coup d'État, qu'est-ce qu'il veut, qu'il le fomente et tout. Et nous circulons avec Pierre Nzé et Lopez, son Excellence, monsieur l'ambassadeur actuel du Congo à Paris, pour sillonner les arrondissements de Brazzaville. Nous sommes allés à Potopoto, nous sommes allés à Talangaï, nous sommes allés à Mungali, on est partout. Tout le monde demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient le coup d'État? Et quoi? Qui l'a fomenté? Qui le dirige et tout? Après, j'ai dit, on va aller aussi à Bakongo. On va aussi aller voir à Bakongo. Et tous les trois, nous sommes montés dans la voiture. Il y avait encore une autre dame qui était membre du comité central, Madame Paka. Nous sommes montés dans le véhicule, on va en direction de Bakongo. Et on passe devant la milice, devant le lycée Saborgnan. Où nous étions, nous. Et ben voilà. On a arraché votre... On vous a... Je suis témoin. Hein, ben oui. C'est comme ça que ça s'est passé, non? Ben oui, on est passé par là, on est passé par Bakongo. On arrive à la mairie de Bakongo. On nous arrête. Il y a quelqu'un qui nous arrête en disant, voilà, au nom du pouvoir nouveau, vous êtes déchu, on vous met à la mairie prisonnier en attendant une certaine suite. Donc nous sommes emprisonnés, Madame Paka, l'ambassadeur Henri Lopez, Pierre Nzé, on est emprisonnés, entre guillemets, dans la mairie de Bakongo. Et alors les gens de Bakongo viennent, ils disent, écoutez, nous on ne veut plus de ces histoires-là, on ne sait pas d'où ça vient, tout dernièrement on a payé dans l'affaire Kinganga. Maintenant, on vient vous arrêter, on nous met à la mairie. Nous ne voulons pas aller les détenir, je ne sais pas où. On fait déjà commencer à parler. Et puis, il me parle donc en la langue de Congo. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Comme je ne le savais pas, je disais, on est en train de chercher, c'est pour ça qu'on passe par ici. Et pendant qu'on discutait comme ça, un véhicule vient nous extraire de l'immeuble de Bakongo. Et puis on nous amène à l'ancien camp des Angolais, le camp météo. On nous amène au camp météo.
Alors que nous sommes donc au Cameroun, au camp météo, on nous met dans un coin, une sorte de véranda, attendez, on vous informera de la suite, nous étions là. Mais entre-temps, moi j'avais dit à celui qui était venu nous prendre à Bakongo, je dis, mais écoutez, regardez Madame Paka là, vous ne pouvez pas amener une dame comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va, elle est en état de grossesse. C'est quand même elle est membre du comité central, vous la traitez comme ça, elle est en état de grossesse. Alors, celui qui était venu nous prendre a compris, il a laissé donc Madame Paka, il a amené seulement Pierre Nzé, Manda Lopez et puis moi au camp. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Dans une fédération, le pouvoir national sera donc partagé entre la région, ou pour ne pas dire le département, considéré comme un État fédéré, et l'État fédéral, c'est-à-dire que l'ensemble. Moi, je donne toujours l'exemple du Mexique, du Brésil, des États-Unis, on n'en parle pas, la Suisse, là où je suis, et vous avez l'Allemagne, vous avez également la petite Belgique, vous avez l'Autriche. Ce sont des États qui sont fédérés. Les régions seront des entités fédérées, c'est-à-dire des collectivités gardant une certaine autonomie. Le fédéralisme au Congo renforcera le pouvoir local des subdivisions territoriales que sont les départements. Donc, par exemple, les entités fédérées, il faut dire, ont toujours permis un mode de regroupement de collectivités politiques tendant à accroître, si tu veux, leur solidarité tout en préservant leur particularisme. Voilà. Ce sujet, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, mais Fernand, essaie de développer cela avec Maître. Moi, je dis oui. Tu sais, quand tu vois aux États-Unis le comté, quand tu lis Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, la première liberté, elle est communale. Voilà. Donc, si dans la commune, les gens sont libres, ils se gèrent eux-mêmes. À Bakongo, on se gère eux-mêmes. À Mongali, à Potopoto, avec un budget. Déjà, ils commencent à résoudre à la base les premiers problèmes. Et quand ils vont vers le district, aussi, les problèmes sont résolus. Quand ils montent en haut de la région, un gars pour travailler ne doit pas venir à Brazzaville. Il sait que dans la région du Poul, je peux travailler. Je peux être un agent régional, de la santé, de ceci. Et dans la Bouéza aussi, c'est pareil. Donc, quand ces régions, ils vont apporter une certaine expérience à toute la nation. Donc, les échanges régionaux entre eux, voilà, telle expérience là-bas, bon, voilà, on a eu telle expérience. Et ça, c'est des choses qui doivent exister. Oui. C'est des choses qui doivent exister dans l'ensemble. À ce moment-là, comme tu dis, cet exemple de liberté des entités, et que nous avons la commune, ceci, tout ça, ces entités qui vont exercer leur liberté jusqu'à ce que l'État central aussi s'enrichisse de ces expériences. Or là, aujourd'hui, l'État central refuse l'enrichissement du local, des entités de base. Les entités de base sont piétinées. Et ce qui fait que cette réflexion doit emmener les Congolais à penser à la liberté, à être libre. La liberté ne doit pas être donnée à Sassou parce qu'il ne sait pas, il n'est pas libre. Non, d'abord de un, il faut dire que Sassou, la liberté ne doit pas être donnée. Sassou a divisé le Congo en deux États, dont l'un, c'est la République du Congo à Lima, hein? Celui des Oisifs, avec comme capitale Oyo, mais Oyo qui vit aux dépens de l'autre République, la République du Congo, qui a pour capitale politique Brazzaville et capitale économique Pointe-Noire. Mais c'est un scandale. En effet, un peuple ne peut se concevoir ou non en tant que nation, à ce titre, donc se doter ou non de la structure d'un État. Il est préférable donc de proposer pour nous le fédéralisme pour favoriser la nation. Parce que
À l'époque, d'ailleurs, le fédéralisme était ancré dans l'esprit Congo, y compris Vili et Teke, parce qu'à la base, nos ancêtres, les Congos et Teke, vivaient dans des grandes provinces respectueuses d'une tradition de bonne administration et de gouvernance, et ce, depuis plusieurs siècles. Donc, il y avait des entités... Voilà. Donc, le fédéralisme que nous suggérons renforcerait d'abord le dialogue permanent, d'une part, entre ce qui sera peut-être le Parlement national et le Parlement local, et d'autre part, entre l'exécutif national et l'exécutif qui sera régional ou départemental, comment on pourra l'appeler. Mais il s'agit donc, comme des puissances comme l'Allemagne, d'instaurer donc le fédéralisme est aussi coopératif. Oui, mais maître, quand tu es en train de parler, il y a un dossier que nous avons, maître, à parler de la citoyenneté. Voilà. Comment être citoyen? Voilà. Comment être citoyen? Le citoyen, c'est pas, mais c'est quelqu'un qui vit dans les règles. Quand tu prends un gars comme Sassou, regarde la formation de nos militaires. Ouabi, nommé par Massamba Deba à la JAP, et quand il arrive à la JAP, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que recruter les nordistes. Voilà. Parce que Noumazala lui dit non, c'est là que nous allons prendre le pouvoir. Mais quand vous recrutez militaire, vous n'avez pas un sens du civisme. C'est ce qu'on va constater à Louis, Soumaré, Ngwarou, c'est le vide. Sassou aussi, c'est le même vide. Et Yombi, c'est le même vide. Ces gens-là, avec ce vide, ils n'ont pas formé le peuple. Oui, mais Massamba Deba aussi a failli. Massamba Deba aussi a failli. Parce que quand un chef de compagnie ou je ne sais pas quoi recrute, mais il y a un état-major. Et l'état-major, il y a un commandant en chef de l'armée qui entérine justement ces recrutements. Donc c'est tout ça. Ce sont des faiblesses des gens. Parce qu'aujourd'hui, si Oboa fait des recrutements sans que Sassou le sache, c'est dangereux, c'est grave. Mais quand Sassou a su que Adoua avait fait beaucoup de recrutements, il s'est inquiété de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a fait tuer. Parce qu'il n'était plus sûr de lui, compte tenu de ce qu'il avait connu dans l'affaire du beach. Et compte tenu de ses protestations. Parce que eux, ils ont été des boucs émissaires, alors que celui qui a ordonné les tueries dans l'affaire du beach, c'est bien Sassou lui-même. Et ça, c'est connu de tout le monde. C'est parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à certaines personnalités et tout. Un tel est poursuivi. D'ailleurs, Gérard Bissindou en est mort, il faut le dire. Tu sais très bien pourquoi il est mort. Ah oui. Je voulais encore souligner, de dire que si des gars comme Sassou existent, ce vide-là qu'on a connu, hein, à la conférence nationale, il y a eu une Bastille qui n'a pas été encore prise, c'est l'armée. On a eu à prendre ces Bastilles, tu sais, à la Révolution française, on a pris la Bastille, et puis c'était fini, l'armée était reformée. Oui, mais l'armée pouvait être reformée. L'armée pouvait être reformée dès l'instant où on avait demandé l'armée dans des casernes. On avait à l'époque un chef d'état-major qui était quand même républicain, c'était le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage. Voilà. Oui, mais maître, la crise qui était apparue quand Milongo voulait changer le haut commandement, là, Moukoko n'avait pas accepté cela. Et à ce moment-là, il a appelé, il voulait arrêter Milongo. Donc, ils n'avaient pas le droit de le faire. Le haut commandement s'est pris comme étant un président. À ce moment-là, cette armée a fauté contre les institutions de la République. Et nous avons connu la première crise, ce coup d'État du 15 janvier 92 qui a fragilisé tout le processus démocratique. Donc, jusqu'à arriver à ce que nous soyons là. Ce qui fait que l'armée, aujourd'hui, les militaires doivent s'interroger sur leur rôle. Hein? Ce sont les civils qu'on donne des armes pour protéger l'État, le peuple congolais. Ils sont là pour ce rôle-là. L'arme n'est pas faite pour aller contre le Congolais. Eux, ils sont là, les Congolais qui produisent la richesse, ils doivent protéger cette richesse contre les ennemis extérieurs. Or que quand vous prenez les Rwandais, qui sont des ennemis extérieurs du Congo, vous les introduisez au Congo, mais c'est la fin totale d'un pays. Donc l'armée aujourd'hui chez nous, ce n'est pas une armée. On n'a pas pris cette Bastille. Il faut
les résolutions qu'ils ont précipitées, là, les états généraux de l'armée qu'ils ont fait en février 92, ça n'a pas eu de résultat. L'Issouba a formé ces officiers du Nibolek, qui sont venus détruire tout l'État. Tout l'État, et voilà, et Faso aussi, et la même chose. Et Kolela aussi voulait en faire cela, mais lui, il n'a pas eu les éléments militaires qui pouvaient compter, il n'a eu que la milice. Les autres ont eu le Nord et le Nibolek, ils ont détruit l'armée, ils l'ont fracturé. Et c'est ces résultats qui ont mené la guerre. Donc ils sont battus. Parce qu'ils n'ont pas cru dans le suffrage universel. C'est ça, donc il faut que tout un chacun reconnaisse ses erreurs. Mais quand tu vas là-bas, oh non, oh, vous faites le tribalisme. Mais non, vous avez été comme ça. Hein? Donc depuis qu'on a enlevé Moussa Bakani, chef d'état-major, l'autre qui est venu, Mounsaka c'était l'homme qui aimait les femmes, qu'on voyait à la forêt du stade de la Révolution. À l'époque, oui. Là où il y avait Marie Laforêt. Marie Laforêt avec les prostituées. Les Ngala qui venaient là. En fait, c'était les Ngala hein, à l'époque. On pouvait se rendre. Oui. Et donc, tu vois, donc, nous, quand on partait à l'amour de l'eau, on voyait parfois des véhicules. Je me suis quoi. Bon, on était petits, hein. On connaissait même pas les femmes. Alors, donc, on sait très bien. Mais on disait, bah, c'est les grands qui viennent. mais regarde, Maître, ce que tu as. Ce que Moussa Bakani en parlant à la conférence nationale, il a défini. Ils avaient beaucoup de choses à faire. L'armée s'était politisée. Il s'est politisé en quoi? Hein? La politisation de l'armée, c'est quoi? Faire les récitations? Ils pouvaient être marxistes? Aucun ne pouvait être marxiste. C'est ce que Maître, en rencontrant Fidel Castro à Conakry, Fidel Castro a dit non, mais comment il n'y a pas de révolution? Il n'y a pas de révolution. Nous, on pensait que ceux qui pouvaient un peu être patriotes, c'était les gars un peu du sud, notamment du Poul, hein? Parce que à l'époque, les Mbéry Martin faisait ce qu'on appelle de l'agitation. Mbéry Martin avec Massamba Deba, ils ne s'entendaient pas. Puis au congrès de la GMNR où lui, il a voulu être président, Massamba Deba a dit non, niet. Il a mis Wombessa parce qu'il savait que c'était un agitateur, c'est un dangereux. Donc à ce moment-là, ceux-là, nos frères, qui n'acceptent pas qui sont venus perturber l'ordre de la République, nos frères du Nibolek. Et bon, le Nord, il faut comprendre qu'est-ce que le Nord disait. Nous étions en retard. Est-ce qu'ils ont comblé le retard? Le retard culturel, ils l'ont toujours. Et culturel également, développement, il y a que, non. Aujourd'hui, ils ont comblé, en fait, ce sont des égoïstes, parce qu'avec tous les moyens qu'ils ont eus, ils auraient pu construire des infrastructures potables. Imaginez dans des régions, dans des districts, dans des coins reculés de la République, ils n'ont même pas des établissements dignes de ce nom. Tu comprends? On a vu des images où un établissement est tombé sur les enfants, mais ça c'est grave. Le ministre de l'Éducation aurait pu être poursuivi. Le ministre, non, tous ces ministres-là vont comparaître. Nous allons demander aux parents des victimes de porter plainte. Nous allons les poursuivre. À telle année, vous étiez ministre, voilà ce qui s'est passé dans tel coin. C'est votre responsabilité. C'est ça. Le scandale de la Likwala, la municipalisation de la Likwala qui a tourné au vinaigre. Hein? Qui a tourné au vinaigre, la municipalisation de la Likwala, qui a tourné au vinaigre. Municipalisation de tout le Nord, là, ça a tourné au vinaigre. Tu vois? Il n'y a pas que le Nord, il n'y a pas que le Nord partout. Hein? Partout. Va à Sibiti, l'aéroport n'est même plus praticable. L'aérodrome, là, n'est même plus praticable. Tu vois? Tu comprends? Le terrain de football, c'est pareil. Alors qu'ils auraient pu organiser des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, pour entretenir ces terrains de sport, par exemple, ils auraient pu organiser un bon championnat national où chaque région a une équipe préparée, formée, aidée d'abord. Et à partir de ce moment, ces gars-là s'entraînent
dans ces terrains de football. Mais maître, quand tu parles du fédéralisme, ça c'est le rôle que les entités fédérales devaient jouer. Les fédérés devaient jouer en s'occupant de cela. Puisque l'État est démissionnaire. Hein? Les locaux, les gens de la localité, ils devaient dire, bon, voilà, nous avons ce terrain, nous devons l'entretenir, nous devons former les joueurs, nous devons faire ceci. Comme tu dis, Pointe-Noire qui finance Oyo, hein, qui finance les gars comme Sassou. Maître, est-ce que tu te rappelles que Sassou, en 79, un simple colonel, hein, il vient en 79, on disait que c'était un homme humble, il n'était pas riche. Tu vois un peu de 79 à maintenant, un enrichissement vraiment incroyable. Hein? Parce qu'il était vide. C'est ça que je te parlais. Tu n'avais pas entendu à la conférence nationale quand Okoko dit c'était mon locataire. Il est même parti avec de l'argent, tu as compris. Donc ça c'est connu. Mais maître, tu vois un peu méfions-nous aux gens qui assurent les renseignements, parce que ce sont des dangereux. Tu as vu comment Staline a emmené l'URSS, l'Union soviétique. Des gens qui font le renseignement sont les plus dangereux. Mais bien sûr, mais il peut pas. Non, mais attends. Un gars qui fait des renseignements, il faut se dire une chose. Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous ne pourrons jamais accepter que quelqu'un qui a été dans les renseignements, donc dans la répression, soit à la tête d'un État, il ne jouera pas le jeu démocratique. Il ne peut pas le jouer parce qu'il est déformé. Et il est déformé, il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas la place pour le droit à un arbitraire. Ceux qui font le renseignement et qui s'occupent des gens, c'est des polices. Pourquoi on dit, ou bien vous choisissez l'arbitraire, donc ce système policier, ou pratiquez le droit. Bon, pour revenir justement au problème que nous sommes en train de discuter, à propos effectivement de la fédération, il faut se dire, comme tu as su bien le dire, par exemple, les entités fédérées, il y a des objectifs stratégiques, donc une fédération se fixe. D'abord, la promotion du cadre juridique, et comme tu l'as dit aussi, judiciaire, pour ancrer l'état de droit. Puisque tu parles de l'arbitraire, tu as voulu citer Staline, il y a Poutine, il y a tous les chefs, hein, tous ceux qui prennent le pouvoir, qui ont été dans les services de renseignement et tout. Ils ne peuvent pas être des démocrates, impossible. Ils ne peuvent pas être des démocrates. Donc, pour nous... Mais maître, paraît-il que c'est une information. Il devrait Hermoani qui était venu chez toi là pour vouloir te tuer au forum. Mais paraît-il qu'il est maintenant ici. Mais oui, mais il ne peut qu'être au service. Il est maintenant ici, c'est pour ça qu'on dit que la liberté, elle est importante. Non, oui, mais il y a eu des polémiques. Le procureur a même, soi-disant, fait une conférence pour dire, bon, non, c'est pas le procureur, c'est plutôt le président de la Cour suprême qui est en même temps président de... la haute cour de justice, justement. Ouais, parce que justement, il fait office également de président de la haute cour de justice, mais il a parlé de ça, on lui a posé des questions. Bon, il a été un peu vague, il ne pouvait pas dire quelque chose de précis, puisque c'est leur gars. Hein? Il est pour le pouvoir, c'est un homme de Sassou. Donc, il a tellement joué un gros rôle qu'il faut le laisser libre. C'est tout, c'est peut-être un arrangement. On connaît ce que Sassou fait. Hein? Quand Sassou, bon, il y a des choses, il dit, ah non, je n'ai pas vu. Il te laisse libre. Mais tu as vu que, maître, ce dont tu es en train de parler, on ne peut pas parler des droits de l'homme sans la liberté. Non. Donc la conscience de la liberté, c'est celle qui fait le droit. Et puis, le symbole de la loi, c'est la vie. Vous ne pouvez pas faire la loi sans la vie. Et c'est la loi qui vient protéger la vie des hommes et des femmes. Parce que dans notre pays, ici, on n'est pas libre. Tout ce monde, les Ndalaga hier, qui n'ont pas donné la liberté à Youlou, ils ont fui, ils sont ici. Tous ceux qu'on a vus, qui ont été avec eux, regarde même,
au dernier moment, Matsokota, quand il a compris que le MNR était contre lui, il a fait ses valises pour revenir en France. Il a trouvé que le Congo était médiocre. Mais ces gens-là, ces bandits-là armés, les politiciens comme les Lissouba, les Noumazala, et les Gras et tout ce monde, qui étaient beaucoup plus armés, c'était que des civils par la tenue. Mais en fait, les mains et la parole, c'était des armes. Et ils l'ont fait liquider. Donc c'est pour te dire que la liberté, elle est très importante. On ne peut ni la donner à Sassou, ni à Kolela. La liberté est individuelle et collective. Et c'est ce qui fait que tu dois être responsable de tes actes. Tu vois. Donc de ne pas juger des gens comme ça assez bêtement. Et moi, je pense que mettre ce que tu es en train de faire, et c'est ce que Aloïse est venu faire, mais il n'a pas été compris. Il est venu pour que l'État soit restauré, soit digne, et que les gens sachent que l'État, c'est l'État. L'État, c'est pas le parti. Alors que le parti, c'est une petite part. Le parti, c'est quoi? Si le parti, il n'y a pas un enseignement, le PCT, il n'y a pas d'enseignement. Moi, j'avais dit que c'est un parti carcasse, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui devait former les gens au PCT? Oui. Personne n'a formé les militants. Mais c'est pour cela que je dis, moi, c'est pour ça que je répète à ceux qui font des sessions du comité central du PCT, ils sont vraiment en retard. Ils sont des arriérés parce qu'ils ne comprennent pas. Non, mais vraiment, il faut le dire, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre en péril l'État au Congo. La raison d'être de l'État de droit, c'est la société dans laquelle toutes les personnes sans discrimination sont soumises aux mêmes lois et aux mêmes sanctions. Aujourd'hui, ils prennent des décisions arbitraires parce qu'ils sont sous le moule du monopartisme. Quand ils tiennent une grande session avec au moins plus de 200 membres du comité central, mais le budget là, ils l'ont eu pour faire ce genre de réunion parce que c'est toujours le parti État. Bon, donc ils vont piocher au trésor public. Bon, ce ne sont pas des cotisations des membres. Et les membres qui cotisent ne sont pas nombreux. Bon, aujourd'hui, la démocratie institutionnelle au Congo va périr si on continue de garder Sassou au pouvoir. Parce que si elle ne sanctionne pas, si cette démocratie ne sanctionne pas ceux qui violent la Constitution, si elle maintient au pouvoir, donc le tyran Sassou Nguesso, je le dis, ou qui vont favoriser sa réélection. La participation... Non, mais parce que je le dis, il faut que les gens sachent. Quand on entend qu'un tel va se présenter, un tel non, Sassou doit être disqualifié parce que le système est en train d'évoluer dans la médiocrité, dans le pourrissement du pouvoir et dans le périssement. Maître Aloïse avait dit que le Congo c'est une mare où rien ne bouge, où tout un chacun se regarde, il relève la tête, il regarde, ah là-bas il y a un caïman, ah là-bas il y a un hippopotame, tu vois. Voilà. Après il replonge sa tête dans l'eau, tu vois. Et ça c'est le Congo, une mare où les gens n'avancent pas. Mais quand tu sais, maître, on avait dit à Parfait Kolela, Sassou a l'État, il a l'armée, il a tout. Tu vois, tu vas au suicide. Ne va pas au suicide, tu vois. Maintenant, le peuple, est-ce que le peuple a la force, si longtemps que l'urne est passée comme ça, de se lever, d'aller contre le pouvoir arbitraire? Non, le peuple n'a pas la force. Ça ne sert à rien que vous allez vous engager dans un jeu où vous sortirez, vraiment, vous allez encore mourir. Donc, Ntoumi, on attend encore un cadavre de Ntoumi. Hein. Je ne sais pas si on va l'envoyer encore ici pour être soigné. Ah, il est empoisonné ou soit il va mourir dans la forêt là-bas. Ah oui, au fait, j'ai vu quelque chose passer. Le fils de Yombi Opango est allé voir Ntoumi. Bon, comme je l'ai lu quelque part, il fait le même jeu que celui qu'il a fait avec Guy Brice Parfait Kolela. Oui, c'est grave, c'est grave. Bon, c'est grave parce que les gens ne comprennent pas. Même le Ntoumi là, qui le reçoit et tout, hein, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature.
Mais c'est toujours comme ça. Tu vas voir des gens... Non, non. Non, ce pays-là, vraiment, c'est pas possible. Mais maître... le peuple congolais... Oui, oui, qu'est-ce que tu dis? Tomba qui vient d'adresser une lettre là. Hein? Oh, il doit avoir l'aval d'ici. Mais quel aval? Ce ne sont pas quand les Français votent leur président, ils n'attendent pas l'aval du peuple congolais. Même ceux qui sont ici, qui votent les étrangers. Mais pourquoi tu veux dire... Mais la France elle-même, elle est en difficulté. Hein? Oui. La France elle-même, elle est en difficulté. C'est pour ça que nous qui avons également la double nationalité, on interfère. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bayrou va tomber. On remet les mêmes gars comme les Valls, les gars qui sont corrompus. Demain, si Sarkozy, si Sarkozy est condamné pour l'affaire de la Libye, mais tout le monde va être condamné parce qu'il y aura une grande jurisprudence. Hein? Les Macron qui ont pris l'argent indirectement de Sassou. Tous ces dirigeants-là qui avaient récupéré l'argent du Congo pour les élections. Bon, c'est vrai que le plus gros, c'était Chirac. Chirac, il est mort. Mais le reste, on sait très bien que ce sont des gens qui vont puiser l'argent là-bas. Rachida Dati ne s'est-elle pas montrée à Oyo? Alors, donc vous voyez, nous n'avons... La maire de Paris aussi, c'est pareil. Oui, mais justement, nous n'avons pas peur, comme l'avait dit Mamine Molo. Avec les Taubira, tu sais qu'aujourd'hui, les Congolais doivent compter sur eux-mêmes. Mais bien sûr. Ils doivent refouler tout mauvais, comme a dit Maître. Mais si vous n'êtes pas capable de refouler le mal dans votre propre pays, vous serez capable à quoi? Si aujourd'hui, celui qui vous écrase, vous allez l'applaudir, vous dites que non, sois candidat. Si Ntoumi qui écrase le poule, hein, vous l'applaudissez et d'être candidat. Mais c'est dramatique. Tout cela, Ntoumi écrase le poule. Hein, Sassou écrase tout le Congo. Vous dites que les deux écraseurs vont être candidats. Ils vont faire quoi? Non, mais c'est-à-dire qu'attends. Moi, je crois que il faut faire une différence entre Ntoumi et Sassou. Parce que Ntoumi n'a jamais écrasé le poule. Parce que Ntoumi n'écrase pas le poule. Ntoumi, il a résisté, mais il fait du tort au poule. Par rapport à sa présence qui fait que s'il était fort, il aurait pu faire dégager pratiquement tous les campements militaires qu'il y a eu. Hein, parce qu'aujourd'hui, le poule est une forteresse. Il y a les militaires qui sont concentrés dans le poule, c'est intolérable. C'est là où Ntoumi aurait pu agir pour dire non. Le poule, c'est une région comme toute autre. Nous devons favoriser justement. Maître, je voulais faire une différence sur Ntoumi. Voilà, c'est ça. Le Kantoumi, parce que moi, quand... non, nous allons débattre prochainement. Je crois qu'on a assez parlé. On ne va pas faire l'amalgame sur tous les sujets. Nous sommes partis du fait qu'il y a le 5e anniversaire de la mort de maître Aloïs Moudileno Massengo. Donc, nous avons parlé la première partie de sa présentation. Et là, aujourd'hui, nous avons voulu esquisser justement le travail qu'il a fait au niveau gouvernemental, comment il a voulu aider la République à s'en sortir et comment on lui a rendu la vie difficile. Ça, nous ne sommes pas encore arrivés et nous allons continuer à aborder ces questions parce que nous avons dit que nous allons faire ça en 3 ou 4 parties. Mais en tout cas, je pense que pour aujourd'hui, nous avons mené un débat, pour ne pas dire on a fait un entretien sur cette base où on pouvait explorer tout. Vous savez, le sujet, dès l'instant où nous avons cette possibilité de nous exprimer, nous allons revenir sur les sujets que nous n'avons pas abordés. Mais, compte tenu de l'actualité, nous avons pu également évoquer la question de l'heure, la présence de certaines personnes dans le pool qui veulent encore provoquer, dirais-je, tuer, en fait, provoquer un grand conflit dans le pool pour faire pénétrer, pour faire arriver
les forces rwandaises dans le pool, parce que ça aussi c'est une stratégie. Provoquer Ntoumi servir d'appât, et après il y aura une guerre où pourquoi il ne comprend pas? Lui, pourquoi il ne comprend pas? C'est pour ça que je te dis. C'est ça que je dis. Voilà. Moi, j'ai toujours été contre lui. Oui. Mais moi je ne suis pas contre lui, mais je déplore ses incapacités, parce que Ntoumi n'est pas politique. Ntoumi n'est pas politique, il doit apprendre. C'est ce que nous avons reproché aux Diawara et aux autres qui nous ont amenés dans cette situation merdique. Mais maître, quand le pôle était dans cet état-là, où on nous attaquait, moi, à chaque fois, on venait dans mes rêves me dire non, Fernand, Ntoumi, l'affaire de Ntoumi, l'affaire de Ntoumi. Et à chaque fois, je faisais la pression chez Maître. Ah ben, c'est pas normal le cas de Ntoumi. Maître a dit oui, maintenant on va faire un livre. Et donc, sur Ntoumi. Et donc, il a beaucoup réfléchi sur ça, sur Ntoumi. Et puis, il a demandé la documentation à Théo. À Théodore qui a ramené la documentation de tout ce qui s'écrivait sur Ntoumi, tout ce que les gens disaient. Il a ramené chez Maître. Maître, dans une analyse très excellente, il a écrit Ntoumi, la Libye, le démenti. Tu vois? Et ce livre-là, aujourd'hui, après, il a fait un deuxième. Dans ce deuxième, il a démontré que ceux qui étaient tout autour de Sassou, il y aura certains qui seront condamnés, même dont on a parlé même de Dabira à l'intérieur, qui peut que demain, Sassou ne nous laisserait pas la liberté d'être ce qu'il fait. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Donc, pour moi, Ntoumi reste celui qui est venu contre la population, parce que Diawara n'a pas tenu dans le maquis. Il est sorti pour aller au Congo-Kinshasa parce qu'il n'avait pas d'espace de liberté. Lui, tu ne peux pas vivre pendant 20 ans dans une région sans être en compromission avec le pouvoir. Donc, ce qui fait qu'un maquis ne tient jamais à l'intérieur. Il est obligé d'avoir des alliés extérieurs et de sortir. Tous les maquis, c'est comme ça. Universellement qu'on connaît. Lui, son maquis n'est soutenu par personne, ni par le Gabon, ni par le Congo-Kinshasa, ni par l'Angola. Mais c'est quel maquis? C'est pas un maquis. C'est quelqu'un qu'on a mis une zone tampon dans les pôles pour empêcher le pôle d'avancer. Ça, c'est mon avis. Hein. Je ne changerai jamais. Non, mais moi, je respecte ton avis. Moi, je respecte ton avis parce que il faut, à un moment donné, il faut savoir apprécier les choses. Moi, je ne dis pas que Ntoumi, c'est le bon gars ou le mauvais gars. Non. Moi, je le juge sur pièce. Pour moi, Ntoumi, c'est un résistant. Maintenant, s'il est en complicité avec Sassou, il va perdre sa vie. Ça, c'est tout à fait normal. Les traîtres perdent toujours leur vie. Moi, je l'ai dit, les gens n'ont pas compris quand j'ai publié mon ouvrage. Quand j'ai parlé de Guy-Brice Parfait Corella, tu as vu, il m'a poursuivi par rapport au livre. C'est lui qui a voulu freiner le livre. Mais parce que il était télécommandé par le pouvoir. Il fallait bien que ce livre ne paraisse pas. Donc, Ntoumi, nous disons... Maître Louise a dit quoi? Parfait Corella fait un procès à Maître. Mais ce garçon-là, il finira mal. Hein? Et voilà. Mais il a fini mal. Mais il ne pouvait pas faire arrêter mon ouvrage. Ça, c'est clair. Mais Maître avait prédit sa mort. Maître avait dit quoi? Il veut ce livre-là qui vient de dire les vérités, montrer la nudité de cet homme-là, de Sassou Nguesso, dans tout ce qu'il fait contre le Congo. Hein? Donc voilà, donc ce n'est pas normal. Donc Maître, moi je pense... Oui, mais c'est-à-dire que nous allons revenir, moi j'avais dit, nous allons revenir sur la situation de Ntoumi. Hein? Nous allons revenir, moi je continue de dire que Ntoumi ne connaît pas la politique. Ntoumi, ce n'est pas un politique. On ne peut pas être candidat quand on n'est pas politique. Et surtout lorsqu'on n'a pas eu une certaine expérience. C'est pas parce que les Tamba lui proposent d'écrire à l'extérieur ou d'avoir des appuis à l'extérieur. La politique, ce n'est pas un problème d'appui à l'extérieur. Quand les gars, moi, si c'est pour renverser Sassou, je suis d'accord. Quelle que soit la personne qui aura le courage de renverser Sassou pour mettre les choses en place, moi, je l'applaudirai. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement avec d'abord une fausse armée
qui n'est pas respectueuse des principes démocratiques. Parce qu'il faut dire, parce que les principes républicains ne sont pas respectés dans notre pays. Si nous avons une armée républicaine, une force publique républicaine, je crois que Sassou n'allait pas faire ces bêtises. Vous voyez comment on décore les gens. C'est une armée tribale. Ça, c'est une milice. C'est une milice Oui, que mais nous avons. parce que- Donc, si Ntumi s'oppose ou se présente en tant que milice contre une autre milice, bon, ça, c'est notre débat. Oui, Ça, c'est notre débat. Maître, si nous sommes arrivés dans notre pays à cet état catastrophique, hein, depuis la Révolution, on n'a pas formé un homme libre, capable d'avoir des opinions objectives, Oui. des opinions qui sont pour la patrie. Mais dommage que les Diawara étaient patriotes, mais il lui a manqué une culture, comme Maître disait, écoute, va en France te reformer. Hein? Voilà. Quand tu finiras tes études là-bas, tu verras qu'en France, il y a la gauche et la droite. Si tu veux alimenter ton côté politique d'élévation, tu le feras. Mais maintenant, nos frères du Nord, on les a trop envoyés en Union soviétique. Là, ils ont appris là-bas la propagande. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que le socialisme scientifique. Donc c'est la région du Nord, elle est très sinistrée idéologiquement. Le Nord est très sinistré idéologiquement et moralement. Il faut sauver le Nord. Mais qui peut sauver le Nord? Les Henri Lopez n'ont pas fait ce travail. Marie Ngouabi ne pouvait pas. Ça, surtout, c'est la catastrophe. Nous allons revenir sur cette évocation de la disparition de Maître Aloïs Moudileno Massengo, qui nous a légué pas mal d'écrits, notamment le plus important, une escroquerie idéologique au cœur du long drame. Voilà. Celui-là. Oui. Et puis, il a également aussi publié un ouvrage très important et que nous allons exploiter plus tard, le Congo, la généalogie d'un chaos. Parce que ça, oui. C'est un ouvrage aussi de référence. Et puis, bon... on pourra évoquer aussi, effectivement, sa réflexion sur Ntumi. Parce que c'est ça. C'est là où nous allons peut-être éclairer les gens. Moi, en tout cas, pour l'avoir fréquenté, pour avoir compris que c'est pas un politique, je ne le défendrai jamais en politique parce que ma déception a été grande lors des événements de 2016-2017 où il a manqué cette ouverture. On lui a tendu un piège qui s'est refermé sur lui. C'est le fameux piège de la négociation solitaire. Parce que tu mènes un combat au nom de tout le monde, de la résistance, et au moment où on négocie pour arrêter le conflit, tu te retrouves seul avec tes éléments, tes apprentis qui venaient de la forêt ou quoi, pour négocier. C'est là où il a perdu. Parce que les accords du 23 décembre 2017 étaient un piège qui était tendu au pasteur Ntumi, parce que ce sont des accords sans garantie. Et le piège s'est refermé sur lui. Parce qu'aujourd'hui, privé de logistique et d'appui pour poursuivre une résistance légitime, c'est vrai, Ntumi contre cette tyrannie de Sassou, a dû arrêter. Il a dû signer des accords. Mais, pour moi, il aurait pu effectivement associer le reste de l'opposition, de tous ceux qui l'ont soutenu. Parce que je ne cautionne pas une négociation entre chat et souris, entre prisonniers et geôliers. Il est dommage que ceux qui ont obtenu un cessez-le-feu et la cessation des hostilités aient pu se faire rouler par un pouvoir sanguinaire, en n'insistant pas de toutes ses forces sur les clauses et les premières exigences de Ntumi, c'est-à-dire parmi lesquelles la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Sassou l'Anzimbiste a toujours pratiqué une justice politique, cette répression politique qui s'opère en dehors de toute règle. Donc Sassou soumet toujours ses opposants au régime de détention sans loi. Ce qu'il a fait, il continue de faire. En parlant de Okombi et de Mokoko comme étant des prisonniers plutôt des prisonniers de droit commun, alors que ce sont des prisonniers
d'opinion et des prisonniers politiques. Aujourd'hui, Sassou, il a adopté une autre procédure d'ailleurs. Cette procédure, la condamnation par avance de tous ses adversaires politiques. Il les condamne en avance. Tu as vu, hein? Les magistrats sont même ridiculisés. Surtout ceux du côté du fleuve de la Lima, qui miment l'addiction de Sassou, oui. Maître, moi, je voulais à un moment donné, bon, quand tu vas conclure, moi, je voulais seulement dire que, bon, aujourd'hui, nous avons parlé d'Aloïs, de son rôle, pour vouloir ramener le juste, comme tu l'avais dit dans le titre, le juste dans notre État du Congo. Très bien. Et qu'il a mené cette démarche en voulant éclairer le président Lassana Madiba, mais c'était déjà trop tard. Maintenant, avec Marie Ngouabi, il a essayé au bout de 3 ans. Il n'a pas pu. Il y a eu les forces du mal qui étaient là, surtout les Sassou Nguesso et les Yobi qui ont joué que Ngouabi ne puisse pas revenir vers la nation. Autant il voulait venir vers la nation, il a été assassiné. Et que tout le travail que Aloïs a fait, de Balian Tseke, une escroquerie idéologique, et toute cette période de réflexion, en s'associant avec Ekondi Akala, en démontrant au Nord qu'il n'y a pas un drame, que nous pouvons sortir du drame et nous pouvons accompagner notre pays à un progrès qui ne sera pas contraire aux autres. Et ce travail intellectuel, et que ça a été fait sur des documents, plus d'une 60aine de documents en forme de thèse de doctorat, et que c'est pour ça que tous les documents du mouvement patriotique congolais sont retrouvés à la Bibliothèque nationale de France. En 1987, on nous a demandé impérativement de déposer tous les documents du mouvement patriotique congolais, comment on appelle, à la Bibliothèque nationale de France. Et pour montrer le grand travail intellectuel, scientifique de Maître Aloïs Moudileno Masengo. Et ce qu'il a fait, et aujourd'hui, bravo pour cet homme qui nous a laissé une grande mémoire politique. Et que là où il est, qu'il soit en paix, qu'il nous assiste sur cette période que nous sommes en train de travailler pour que le Congo sorte de la difficulté. Et que c'est ça, Aloïs, c'était son combat. Il a dit, continuez. Je suis parti, mais continuez. Donc voilà. Donc, maître, c'était ça. En tout cas, c'est une belle conclusion. Et je crois que c'est celle-là qu'il faut retenir pour la troisième partie. En tout cas, merci Fernand de ta disponibilité par rapport au débat que nous faisons, les entretiens que nous avons à Bâton-Rompu. Nous espérons que nous allons nous retrouver dans quelques jours pour aller fleurir la tombe de Maître Moudileno Masengo. Pour ces 5 ans, parce qu'il faudrait quand même qu'on s'organise. Et lorsque je serai en France, notamment dans la région parisienne, on pourra s'entretenir pour ça. Entre-temps, je te souhaite donc une très bonne semaine. À bientôt et nous disons... Merci, maître. Merci. Et nous disons à nos auditrices et auditeurs qui nous suivent en mode radio ou même en mode télévisuel, merci parce qu'ils sont nombreux. Chaque jour, nous avons des abonnés de plus, mais malheureusement, qui n'ont pas le courage de mettre j'aime. Parce que le j'aime là, ça nous encourage, ça montre que vous êtes satisfait du contenu de nos programmes. C'est ça qui est important. Nous ne sommes pas des tricheurs, comme nous le disons. Nous sommes des gens engagés. Nous essayons de parler avec beaucoup de lucidité et d'impartialité aussi, parce qu'il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis pris. C'est la partie du droit que nous défendons. Nous n'aimons pas l'arbitraire. En dehors du droit, c'est l'arbitraire. Parce que ceux qui font l'apologie justement des crimes, de l'arbitraire, des injustices, comme les gars du PCT qui se retrouvent en comité central, qui pensent qu'ils sont en train de bâtir le pays. Au fond, ils sont en train de le détruire. Voilà. Merci. En tout cas, à bientôt.
À bientôt, merci. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. 105.8 Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyonga sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba. Sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum, la radio du droit. La radio du droit. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.